des Rois. Et on va vous écouter maintenant Xavier, avec Xavier pendant une vingtaine de minutes. Xavier, je te laisse animer. Très bien. Bonjour. Effectivement, vous avez devant vous Marc Feuillet, peut-être un des meilleurs patrons de presse d'aujourd'hui. Il a un parcours étonnant. Au début, on doit avoir une licence d'éco, je crois, de mémoire, un HEC, un Sciences Po. Et puis il fait de la finance. La finance en presse, c'est un gros mot, mais c'est très utile. Il fait de la finance, si ma mémoire est bonne, chez Hachette de Lagardère, à l'Express, une première fois. On se croise chez LSA, il y a quelques années. Puis la direction générale de l'Express, puis la présidence du directoire, puis la direction générale du groupe Figaro. Et c'est à ce titre qu'effectivement, on va l'interviewer. À côté de ça, Marc, vous le retrouvez régulièrement, président du syndicat de la presse magazine, président de la presse quotidienne nationale, c'est-à-dire qu'il donne de son temps pour l'avenir d'un média. Et aujourd'hui, que vous soyez en digital, en print ou ce que vous voulez, agissez collectivement, vous y gagnerez beaucoup. Alors, le Figaro, Marc, qui aurait dit, en l'an 2000, ce qui est quand même pas si loin que ça, que cette vieille dame du Figaro, qui aura 190 ans en 2016, j'ai vu ça, c'était un bel anniversaire, deviendrait la première marque média française derrière les GAFA. À mon sens, en 2000, personne ne l'aurait dit, personne ne l'aurait vu, personne ne l'aurait cru. Question, comment avez-vous fait? Quelle est la puissance de l'audience Marc Figaro d'aujourd'hui? On a vu quelques chiffres du Parisien. Comment le groupe a fait pour arriver à cette place de leader? Et est-ce que c'est finalement exemplaire dans le monde ou pas? Alors, exemplaire, je ne sais pas. Moi, par rapport à ça, je dirais qu'effectivement, le premier point, c'est 190 ans. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y a peu de marques médias, d'ailleurs, qui aient cette longévité-là. Je crois qu'il n'y en a pas, d'ailleurs, encore active à l'heure actuelle. Ça montre surtout une chose, c'est que pour durer aussi longtemps, une marque, quelle que soit l'activité économique et quel que soit le secteur, doit profondément se transformer, forcément, pour exister toujours 2 siècles après sa création. Donc ça veut dire que le Figaro, au gré de toutes ces années, s'est transformé, a su trouver les actionnaires, les dirigeants, pour changer, tout en restant quand même un peu fort dans son code génétique et dans ses valeurs, parce que tout le monde a quand même le sentiment que le Figaro a toujours été un peu ce qu'il est maintenant, même si en réalité il s'est beaucoup transformé. Et c'est peut-être ça le succès des grandes marques, quelle que soit l'activité, que de rester pérenne tout en se transformant énormément. On avait tout à l'heure un exposé de Coca-Cola qui, lui, fête ses 130 ans. 130 ans. Qui voilà. est aussi une marque récente. Et puis on espère que Waze, j'ai vu qu'il y avait Waze aussi, durera aussi 190 ans. Mais attends, franchement, c'est pas vous qu'on attendait comme leader, comme marque leader de la, du digital ou des ça, c'est médias sur le digital digital préjugé, aujourd'hui. ça veut dire qu'on considère que la marque est conservatrice, alors qu'en réalité, elle est profondément innovante. Mais ça se sait peut-être moins. Bon, qu'est-ce qui s'est passé au fond? C'est surtout le fruit, si on reprend ces dernières années, d'une volonté des actionnaires et des dirigeants, de transformer l'entreprise, de la diversifier, de la développer, avec un objectif de croissance, avec un objectif de taille et avec un objectif de transformation digitale. Voilà. On est à combien là actuellement en puissance mensuelle? On est 1500 collaborateurs dans le groupe, 1800. Le chiffre d'affaires, c'est à peu près 530 millions d'euros. Le Figaro, le quotidien, représente peut-être 20% de l'activité. 80%, c'est d'autres activités, parfois sous la marque Figaro, parfois pas. Nos activités sont très diversifiées. Je dirais qu'il y a à peu près un gros tiers du chiffre d'affaires qui est réalisé uniquement dans le digital, et ça représente à peu près 60% de nos profits. Voilà. C'est le nouveau profil. Voilà, c'est ce profil digital d'information, digital de service. Alors tout.
Le groupe est un des gros leaders dans le digital classified, notamment dans l'emploi, avec plusieurs sites emploi, des très grosses bases de données, mais sur l'immobilier également. Il y a de la billetterie, donc du e-commerce. Il y a également beaucoup de médias numériques. Et puis il y a de la presse magazine et il y a cette presse quotidienne, bien sûr. Pour arriver à cette place, objectivement, est-ce que vous n'avez pas été obligé de faire beaucoup d'acquisitions? Alors je crois que dans la transformation des médias historiques, il faut deux choses. D'abord, il faut beaucoup d'investissement sur la marque elle-même. Donc en réalité, on travaille beaucoup sur la marque, sur nos contenus, sur, je dirais, ses valeurs. Donc ça, c'est ce qu'on a fait toutes ces dernières années, beaucoup investir. Et puis en croissance organique, ce qu'on a fait. On voyait le Parisien qui est un de nos concurrents, mais c'est vrai que le Figaro est depuis maintenant plusieurs années le leader de l'audience digitale des sites d'information, en concurrence avec Le Monde et bien sûr le Parisien et d'autres. Et puis de la croissance externe quand on en avait besoin, soit pour acquérir des technologies, soit pour acquérir des parts de marché, d'audience, sur d'autres marques. Parce que c'est vrai que la marque Figaro, je dirais, on ne peut pas l'étendre à l'infini, elle a ses valeurs, elle ne peut pas se diluer, elle a besoin de rester forte. Et donc, pour acquérir d'autres audiences et d'autres revenus, il faut parfois opérer sous d'autres marques. Vous avez réfléchi à ça, c'est-à-dire vous avez fait un mapping, une cartographie au fond du stretching de marque, de ce qui est possible, jusqu'où je peux aller, jusqu'où je ne peux pas aller. Sur le Figaro lui-même? Oui. C'est lié à l'information en général. Alors c'est vaste, parce que l'information, c'est à la fois les loisirs, c'est bien sûr la politique, l'international, l'économie, c'est l'hédonisme aussi. La marque Figaro est une marque hédoniste. Elle a toujours eu des magazines de loisirs, de consommation, de culture. Et donc le champ est très vaste en réalité. Après, c'est la manière de le traiter et la cohérence par rapport à la marque qui détermine un peu la limite de ce qu'est la croissance organique de la marque Figaro. Et puis après, on opère en synergie sous d'autres marques, sous d'autres labels. Le groupe a, je sais pas, une trentaine d'activités différentes sous d'autres marques diverses et variées, qui sont d'ailleurs peut-être peu connues du grand public, enfin, indépendamment de ceux qui les utilisent. CCM Benchmark, c'est la plus grosse acquisition digitale? Oui, c'est celle qu'on a payée le plus cher, évidemment, parce que c'est les parts de marché les plus significatives en audience qu'on ait pu acquérir. Oui, c'est l'acquisition la plus importante qu'on ait faite ces dernières années. C'est la plus importante parce que c'est la plus déterminante sur l'organisation de toutes nos bases de données, de toute la technologie qu'on implémente sur nos sites. Et puis c'est la plus importante aussi sur le plan publicitaire. C'est pas le mariage de la carpe et du lapin? Non, je dirais c'est des thématiques éditoriales qu'on connaît bien, le high-tech, l'actualité. L'actualité d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement à la marque? À la marque Figaro, rien. D'accord, bon, c'est clair. Au groupe Figaro, beaucoup. À la marque Figaro, rien. Au groupe Figaro, beaucoup. En termes de culture? Alors, c'est toujours des mélanges de cultures. Pour des organisations de médias traditionnels, c'est un point clé. Le changement de culture, on ne peut pas virer tout le monde et réembaucher des nouveaux talents en repartant à zéro. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. En plus, derrière, on détruit beaucoup de savoir-faire et on détruit beaucoup de compétences. Donc les transformations sont forcément lentes. Les acquisitions externes permettent de, si le changement de culture arrive à s'opérer, permet d'introduire de nouvelles valeurs, de nouvelles manières de travailler. C'est ça l'enjeu essentiel aussi pour nous de la réussite de ces croissances externes. À chaque fois, ce n'est pas simplement des technologies qu'on essaie d'acquérir, mais c'est d'autres manières de travailler. Et c'est de l'infusion en interne, ça se passe bien? Ou bien j'ai d'un côté les gens du print, et puis de l'autre côté les gens de CCMC, ou comment se fait le mariage, comment se fait la transfusion, on va dire? Je pense qu'on a quand même maintenant une habitude de le faire. C'est tout un savoir-faire, c'est beaucoup de mixité, c'est des organisations communes, c'est des services partagés, c'est des groupes de travail. Évidemment, toutes ces intégrations demandent beaucoup d'efforts et beaucoup d'écoute et de bienveillance. C'est ce qu'on essaie de mettre en place. Mais en même temps, la marque Figaro à l'âge qu'elle a, les salariés du Figaro, il y en a qui sont là depuis très longtemps. Comment est-ce qu'ils vivent cette transformation digitale? Est-ce qu'il n'y a pas au fond le risque que les gens du print se sentent un petit peu
exclue ou sur une partie vieillissante? Parce que quand vous dites le quotidien ne fait plus que 20% des chiffres d'affaires, où est-ce que je suis par rapport à l'avenir du média? Oui, c'est ça qui est le point le plus difficile. Mais je pense aussi que cette façon pour le groupe de se développer, le fait de garder au cœur du groupe cette marque emblématique qu'est le Figaro, je crois qu'elle est plutôt de nature à rassurer. Je veux dire, les médias sont sous pression, et en particulier les médias d'information. Les journalistes sont inquiets, quel que soit d'ailleurs le domaine dans lequel ils travaillent, hein, que ce soit le domaine digital, la presse magazine, la télévision. On voit bien que tout est en profond bouleversement. Et je crois que le meilleur moyen de rassurer sur l'avenir de cette profession, sur l'avenir de notre ambition, c'est d'investir justement. Hein, c'est d'investir, de donner confiance, de donner un sens, et c'est ça qui permet aux collaborateurs de se projeter et pas simplement de vivre leur métier de manière défensive, comme une attrition, comme un métier en déclin. Voilà, c'est redonner du sens, redonner de la croissance, redonner des perspectives, et c'est ça, à mon avis, qui permet d'emporter, je dirais, tous les collaborateurs. Après, c'est pas l'auberge espagnole, tout le monde ne fait pas tout, il y a des métiers, il y a des spécialités, il y a de l'organisation. Et c'est ça aussi qui rassure. Alors, si on parle d'investissement, d'acquisition, je sais que vous annoncez, je crois, une nouvelle application mobile dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, si j'ai bien lu. Oui, la partie Android est en train d'être déployée. Vous savez que sur les applications Android, on peut déployer en fractionné. Ouais. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire petit à petit. Ça va s'écouler pendant ces derniers jours. Et puis ensuite, la version iOS pour le mois de juin. Mais si j'ai bien compris aussi, la vraie question, c'est la télévision. C'est-à-dire la vidéo, la télévision, quand est-ce que le Figaro va y accéder? Et puis, vous ne m'empêcherez pas de poser la question, on parle beaucoup, Bolloré en a parlé ou pas parlé, est-ce qu'on va vendre ITV? Alors, je sais que votre cher confrère Le Monde s'est un peu positionné dessus. Est-ce que vous-même, le Figaro, allez vous positionner sur ITV? Ça ne serait pas sot. Alors, sur la télévision, ce n'est pas tellement la télévision en elle-même, le média en lui-même, que l'image qui est très importante. Ce qu'on voit, c'est sur les sites d'information une convergence entre de l'écrit, de l'animation, des infographies, de la photo et de la vidéo. Et de plus en plus, les sites d'information sont des sites hybrides. Hein, c'est-à-dire que, je dirais, l'information est portée de plusieurs manières. D'ailleurs, il faut remarquer qu'aux États-Unis, en particulier, les grands sites d'information ne sont pas forcément des sites de presse écrite à l'origine. Oui. Le New York Times n'est pas le leader aux États-Unis, alors que le Figaro l'est en France. Mais ce sont des chaînes d'information en continu parce qu'elles arrivent effectivement à délivrer une information très hybride qui mélange les différentes formes de contenu. Ça ne ferait que renforcer la pertinence de ma question. Figaro plus ITV, c'est pas si mal finalement. Alors, du coup, se pose la question de l'accès à l'information et l'accès à l'information en vidéo. Alors là, il y a plusieurs manières de le faire. On peut soit le produire soi-même, soit les acheter. Et de plus en plus, des images de vidéos existent dans les grandes agences, chez Reuters, l'AFP essaie de faire un gros effort là-dessus et fournira de plus en plus de vidéos prêtes à poster, je dirais, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et puis, effectivement, la délinéarisation de contenu de chaînes d'information. Au fond, il ne faut plus voir les chaînes d'information maintenant comme étant des formats traditionnels qu'il faut délinéariser, et réimplémenter sur des sites d'information, notamment en mobilité, que comme des médias qui sont en perspective de développement. Parce qu'on le sait bien, la télévision, dans le format linéaire, est un média qui lui aussi vieillit beaucoup. Je crois que l'âge moyen des journaux télévisés, notamment sur France Télévisions, ça va être entre 52 et 54 ans. Et c'est vrai que ces médias vieillissent très vite. En revanche, la consommation vidéo d'actualité, elle est très forte sur le mobile. Alors ITV, moi je ne sais pas, c'est toujours étrange de faire des propositions de rachat pour des actifs qui ne sont pas à vendre. Mais je sais que systématiquement, ça se fait dans le domaine de la télévision. Tout le monde veut racheter des chaînes d'information. Je dirais le paysage va être complètement embouteillé, puisque LCI va passer en clair. Et donc va naturellement prendre sa part d'audience. Ça n'a pas bougé. Pour l'instant, ça n'a pas bougé grand-chose. Ouais. Le 0,3% qui a bougé, il est peut-être plus conjoncturel qu'autre chose. Oui.
Alors, dans les études de notoriété, LCI avait un taux de notoriété qui était bien supérieur à celui de son audience. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Xavier. Donc, il est normal de voir que cette chaîne va prendre sa place. Et puis, le service public avec France Info, puisque bon, on a tous compris que la prochaine étape, c'est France Info sur Leclerc. Et donc, il y aura, dans un pays comme la France, qui est un petit pays, 4 chaînes d'information, plus France 24, plus Euronews, plus BFM Business, plus le web. Donc, et plus le web. Plus Internet, qui me paraît, lui, que ce soit sous forme de web TV, de vidéo, de mobilité, avoir des perspectives de croissance. Donc là, c'est l'embouteillage. Absolument. On va oublier les médias 3 secondes et on va parler GAFA. Effectivement, si je prends ce que vous avez déclaré, vous êtes juste derrière. Alors, c'est une position qui est délicate, fragile peut-être, parce que les GAFA, pour vous, c'est des partenaires, mais c'est aussi de sacrés concurrents. Oui, c'est la caractéristique de ces activités. Alors, bon, à la base, il y a la conquête de la publicité. J'entendais maintenant qu'il y a un autre GAFA, qui est Waze, qui veut vendre de la publicité aussi. Bon, il ne se considère pas comme un média, mais presque. Mais bientôt, ce sera le cas. Il y a Amazon aussi, qui veut délivrer des campagnes en programmatique. Profitant de son audience. Enfin, évidemment, tout le monde, c'est la poule aux œufs d'or. Tout le monde veut converger vers cette manne publicitaire. Et c'est d'autant plus vrai que les promesses de croissance qui ont été faites, surtout, enfin j'oubliais Twitter également, qui ont été faites sur tous ces réseaux sociaux, sur tous ces usages, sont absolument faramineuses et donc nécessitent des prises de part de marché énormes sur la publicité. Et le coût d'acquisition sera élevé. Alors voilà. Bon, j'espère qu'à un moment donné, dans les médias planning, y compris sur le plan digital, on va pouvoir distinguer ce qui relève d'applications d'usage ou de sites d'usage et ce qui relève de médias, qu'il y a une véritable valeur dans l'engagement média, y compris sur le digital. Mais enfin, toute cette pédagogie est complexe à faire dans un monde de la commercialisation digitale qui est très quanti, qui est très tourné vers le ROI, et donc ça c'est difficile. Et donc pour nous, évidemment, ce qui comptait, c'est d'avoir à la fois une volumétrie suffisante pour pouvoir délivrer des campagnes importantes et effectivement exister face à ces très gros inventaires publicitaires, et en même temps en faisant notre métier qui est celui de média. Oui, mais on voit très bien aujourd'hui, et ça sera mon dernier point, c'est évident qu'aujourd'hui les GAFA, que cherchent-ils? Ils cherchent à remonter en amont, à produire des contenus et à le monétiser eux-mêmes. Et en fait, quelque part, ils sont en train de vous manger gentiment les contenus et de les monétiser, comment dire, à votre détriment. Oui, c'est toujours ce rêve d'un monde fermé. C'est marrant parce que le monde de l'Internet est un monde dont la promesse est la grande liberté et l'ouverture. Et là, finalement, il y a la tendance de revenir à ce qu'était AOL. Alors évidemment, moi j'ai l'âge que j'ai, je ne sais pas si tout le monde connaît ce qu'était AOL à une époque, mais c'est-à-dire un monde de l'Internet complètement fermé. Et effectivement, il y a quand même dans les projets des Google, des Facebook, cette tentative de revenir dans un monde fermé, dans lequel finalement on ne sort pas d'un contexte et d'un environnement. Et évidemment, on recherche beaucoup les contenus médias parce que, évidemment, comme par hasard, ce sont des contenus qui sont très riches en informations, en qualité de data, en parcours client. En durée de vie. En durée de vie, effectivement. Ils ont une très grosse pertinence et des très grosses capacités de rebond. Et donc, évidemment, ils sont très recherchés pour dessiner des profils marketing qui, par ailleurs, après, sont délivrés dans les campagnes publicitaires. Donc, on voit bien l'intérêt. Et donc, on est, je dirais, dans un rapport étrange à la fois de partenariat et puis de concurrence et puis un peu de prédation parfois, d'affrontement. Oui. Voilà. Alors, je sais que nos amis de Views voulaient vous poser une question. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, oui, j'avais une question, en fait, une curiosité, parce que vous avez mené une première expérience sur Snapchat. On parlait justement de GAFA fermé et Snapchat est assez fermé finalement. Est-ce que vous avez un premier retour d'expérience sur ce que vous avez fait sur Snapchat? Non, c'est trop tôt pour l'instant pour le dire. On est beaucoup plus décomplexé, je le note souvent, sur la vidéo que sur l'écrit. Parce que ce que je viens de dire sur Facebook,
pensais à Instant Autrement dit, Article, pas Instant évidemment. Articles, oui. Évidemment, sur Instant Article, très frileux, et on comprend pourquoi. En revanche, sur la vidéo, on essaye, Facebook Live. je veux dire, on est de ce point de Décomplexé. vue-là un peu plus disruptif. Et voilà, alors c'est souvent des initiatives qui sont prises au sein de nos rédactions. Pour l'instant, c'est trop tôt. D'abord, il y a une écriture qui est un peu particulière. Hein. C'est des publics qui sont différents de ceux auxquels on a l'habitude de s'adresser, même sur le mobile. Et donc, on en est pour l'instant au texte, en expérimentation. Hein, voilà. Alors pour finir, il y a beaucoup d'articles dans la presse américaine, on s'en est fait l'écho également, qui parlent d'une certaine façon de la fin du scale, ce mythe du scale, vous savez, l'obsession de la croissance de l'audience à échelle industrielle, qui a commencé à toucher le Huffington Post, qui a commencé à toucher Mashable, et puis BuzzFeed qui a annoncé 50% du chiffre d'affaires. Donc, quel commentaire vous avez à faire? Vous avez dit que 60% de vos profits sont dans le digital, donc quelque part vous avez réussi cette transformation. Qu'est-ce que vous inspire cette injonction permanente du scale? Année après année, il y a des nouvelles contradictoires, il y a des stratégies complètement opposées. Je lisais là récemment un papier d'un confrère sur la stratégie d'El País, qui est dans une stratégie du tout gratuit, à l'opposition complète avec les paywalls qu'on est en train de mettre en place partout sur les sites d'actualité. BuzzFeed, c'est quand même un peu une forme d'échec de la plateformisation de l'information, c'est-à-dire que toute la grande stratégie d'un certain nombre de sites a été de poster au maximum leur contenu sur des plateformes tierces, hein, j'allais dire de démembrer leur contenu et leur offre éditoriale en les postant sur des plateformes tierces, mais avec une monétisation décevante. Hein, un écart quand même du simple au double, hein, dans les prévisions de revenus. Donc évidemment, ça refroidit. Hein, ça montre que peut-être il n'y a pas de perspective à ce multiposting permanent de quelques contenus dans des plateformes, surtout que, en plus, il faut regarder de quel contenu on parle. Hein, c'est-à-dire que comme ils sont drivés par l'audience, ces contenus sur les réseaux sociaux sont souvent, il faut bien le dire, moins qualitatifs que ceux qu'on réserve aux offres éditoriales liées à la marque. Hein, et donc, il y a là-dessus, je dirais, une petite dérive, hein, qui est que dans cette course à l'audience, effectivement, on multiplie des contenus très banalisés, hein, qui acquièrent des audiences sur des plateformes de réseaux sociaux et qui, en fait, ne participent pas du tout à la construction de cette qualité éditoriale, de cet engagement, qui est quand même, je dirais, le savoir-faire des marques médias, hein, parce que sinon, je dirais, l'argument d'engagement dont je parlais tout à l'heure sur le plan publicitaire tombe. Merci beaucoup. Vous n'irez pas au chatbot alors? Pas de chatbot? Oui. Non. Merci Marc.